Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au mois de juin dernier, il s'est tenu à l'hôtel Hilton de Yaoundé la première session du dialogue économique structuré. C'était un cadre d'échange sur le partenariat qui lie le Cameroun à l'Union européenne depuis des décennies. Il a été question de favoriser la compréhension mutuelle, d'une part du cadre général des investissements stratégiques du Cameroun et d'autre part les instruments de coopération ainsi que les nouvelles orientations de l'Union européenne. À ce qu'il semble, ce dialogue a permis d'échanger sur les sujets d'intérêt commun, notamment les questions macroéconomiques, les réformes en matière de finances publiques, les politiques de promotion du commerce, l'investissement et le renforcement du climat des affaires. Nous revenons sur ces sujets afin de comprendre entre les lignes le fondement d'une telle initiative. Et pour en parler, nous avons avec nous dans ce studio le directeur du bureau de mise à niveau des entreprises, Madame Chantal Elombat Bédé. Bonjour. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est tout l'honneur pour nous de vous accueillir. Nous avons également Monsieur Abdoulaye Aliou. Il est coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du FED. Le FED, c'est le Fonds européen de développement. Monsieur le coordonnateur, merci d'être venu. Bonsoir, Monsieur Alexandre. Alors, le dialogue économique structuré, est-ce le pendant économique de ce qu'on entendait déjà en politique? Le dialogue politique structuré inscrit dans l'article 8 de l'accord de Cotonou, un accord qui s'achève en 2020 et qui est en négociation en ce moment. Oui, le dialogue économique structuré a pour ambition de pouvoir compléter ce que le dialogue politique structuré n'arrive pas à couvrir, notamment le volet économique. Nous ne pouvons pas dire que c'est le pendant économique, puisque le dialogue politique est dans l'article 8 de l'accord de Cotonou, alors que le dialogue économique ne l'est pas encore. Mais c'est la volonté du Cameroun d'en faire une proposition stratégique dans le cadre du post-Cotonou. Donc, oui, dans le cadre des négociations en cours? Absolument, dans le cadre des négociations pour le post-Cotonou, donc le prochain accord qui va remplacer l'accord de Cotonou et qui ira de 2021 à 2040. Il y a eu beaucoup de partenaires de l'Union européenne qui étaient invités à ces assises. J'imagine que le bureau des mises à niveau des entreprises, le JICAM et bien d'autres structures étaient là. Madame Directeur, beaucoup ont salué l'initiative de ce dialogue économique structuré ainsi que l'intérêt porté au secteur privé par les acteurs du partenariat entre le Cameroun et l'Union européenne. Quels seraient, selon vous, les gains qu'on pourrait tirer d'une telle initiative, vous qui travaillez au quotidien avec les entreprises camerounaises? Merci de me donner l'opportunité de dire ce que je pense de ce dialogue économique structuré. Vous savez que lors des négociations de l'APE, nous avons longtemps défendu le volet développement dans cet APE qui est bien sûr prévu dans Cotonou. Je rappelle qu'APE, c'est l'accord de partenariat économique. Mais dans le résultat qu'on a eu, nous n'avons pas effectivement eu de développement. Alors ce dialogue économique structuré, je voudrais l'entendre comme ce volet développement qui arrive dans le dialogue avec l'Union européenne, qui est, reconnaissons-le, notre premier partenaire. Et en parlant d'économie, en parlant de développement, peut-être que nous allons rattraper ce que nous n'avons pas pu avoir lors de ces négociations. Il y a des choses à rattraper? Vous avez cette conviction-là? Oui, je crois que tout travail est perfectible. Madame le directeur a absolument raison. L'accord de partenariat économique est sur deux piliers. Un pilier commercial qui avance très bien, pour lequel les choses sont claires. Un pilier de développement qui a eu quelques difficultés à démarrer parce que l'entendement n'était pas le même. Et effectivement, l'ordonnateur national du FED, en proposant ce dialogue économique, voudrait mettre en place une plateforme qui serait l'opportunité, l'occasion pour toutes les parties prenantes de discuter pour essayer de pallier à cette insuffisance. On va peut-être revenir sur les APE tout à l'heure, vers la fin de l'émission, parce que c'était aussi un gros débat là-dessus. Mais tel que ça a été structuré, tel qu'on a suivi les débats, les membres du gouvernement étaient là pour apprécier, il y avait beaucoup de récriminations aussi, venant surtout des patrons des entreprises camerounaises, le JICAM, qui se plaignait de la relation pas toujours gagnant-gagnant entre les deux entités. Est-ce que vous pensez que cette initiative qui commence permettra de dissiper les malentendus? C'est la volonté du dialogue économique. Donc, je rappelle ici que dans le dialogue politique structuré, dans l'article 8 de l'accord de Cotonou, les acteurs non étatiques au sens large, c'est-à-dire le secteur privé, la société civile et les ONG, n'avaient pas de place.
Et c'est en ayant constaté cette lacune que l'ordonnateur national a voulu donner l'opportunité au secteur privé, qui est le moteur de la croissance, de participer donc, à cette coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Bien entendu, la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne est plus une coopération institutionnelle. Et on voit de plus en plus que le secteur privé, la dimension économique prend plus d'importance que la dimension institutionnelle. Et ils ont exprimé des récriminations, mais aussi des propositions dont on va prendre en compte, qu'on va essayer de satisfaire. Mais je rappelle ici que au niveau du secteur privé, ça doit se passer entre le secteur privé de l'Union européenne et le secteur privé des ACP. On aura l'occasion de parler, par exemple, de l'Alliance Afrique-Europe pour les investissements et les emplois durables, d'autres instruments qui sont en train d'être élaborés pour justement pallier à ces insuffisances qui ont été constatées. Alors, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, dans le commerce, estime que dans le commerce entre l'Union européenne et le Cameroun, on a des représentations suivantes, vous allez corriger si c'est possible, 55% des exportations et 30% des importations du Cameroun en direction ou provenant de l'Union européenne. De même sur les plans techniques et financiers, le portefeuille actif est de 1625 milliards de francs CFA sur plusieurs années entre le Cameroun, l'Union européenne et les États membres cumulés. Est-ce que c'est une indication véritable de la relation forte entre l'Union européenne et le Cameroun? Ce n'est pas des chiffres qu'on fait avancer comme ça, qui ne nous permettent pas de le ressentir? Non, non, je confirme, ce sont des chiffres véridiques. Vous savez aussi que nous sommes au 11e FED, dont la coopération entre l'Union européenne et le Cameroun date d'il y a très longtemps. Plus de 60 ans, on peut le dire, parce que ça a commencé en 59. Premier partenaire à la fois effectivement économique et commercial. Non, je confirme ces chiffres. Et cette coopération est ancienne, cette coopération est multiforme. Cette coopération aussi a l'avantage de la proximité géographique. Donc ça pourrait s'expliquer par la proximité géographique, par l'ancienneté des relations et aussi par la diversification. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, le secteur privé estime que ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est tous les États ACP qui font cette critique. Et je pense que dans les réflexions qui sont en train d'être menées pour les négociations post-Cotonou, vous allez voir, donc on va parler de ces stratégies, mais vous allez voir aussi qu'il y a une volonté de la partie européenne de mettre plus en avant aussi le commerce et les investissements, afin que le secteur privé puisse jouer un rôle aussi important que celui du secteur public actuellement. Au niveau du bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises, vous discutez souvent avec les patrons. Quel est le regard qui porte sur cette coopération Cameroun-Union européenne? Vous dites bien que c'est le premier partenaire du Cameroun. Est-ce que les entreprises camerounaises sentent la relation forte avec l'Union européenne? Je dirais comme le GICAM, que ce n'est pas véritablement une relation gagnant-gagnant pour le moment. Pourquoi? Simplement parce que nos entreprises, pour la majorité, je vais dire, ne sont pas tout à fait prêtes à faire ce commerce avec des pays déjà développés. Je ne m'en tiendrai même pas simplement à l'Union européenne, mais même en Amérique, même en Asie, l'Asie qui commence à monter, nos entreprises doivent se mettre aux normes, doivent pouvoir produire des produits, si vous me permettez la répétition, qui puissent se vendre facilement, qui puissent passer facilement dans le commerce de ces pays-là qui sont déjà développés. C'est ça le premier hic. Mais pour nous faire la main, nous allons commencer par le Cameroun. Il va falloir que nos entreprises produisent ce que les Camerounais mangent, ce que les Camerounais consomment, avec les normes camerounaises, parce qu'il y en a, la norme produit des normes que les Camerounais doivent pouvoir respecter. Nous devons également produire en quantité. Et en quantité, ça suppose certains facteurs de production comme l'énergie, comme le personnel qui doit être formé. Ça, nous devons pouvoir nous faire la main ici, étendre cela à la sous-région, pourquoi pas à la région, avant de penser véritablement commercer avec ces pays. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous avez ces chiffres. Mais nous allons nous faire la main et il ne faut pas se décourager dès maintenant. Et c'est pour ça que le gouvernement a mis en place le bureau de mise à niveau des entreprises et bien d'autres structures. Mais je prêche pour ma chapelle, le bureau de mise à niveau des entreprises pour aider ces entreprises à se mettre à niveau. Alors, à partir de leurs réformes fiscalo-douanières qui sont annoncées par le gouvernement, est-ce que ça n'aide pas
dans la relation que nous devons tisser avec les partenaires extérieurs, pas seulement l'Union européenne, comme vous dites. Est-ce que ça ne permet pas à nos entreprises de pouvoir s'épanouir? Vous savez, l'entreprise camerounaise a un principal problème, c'est le fisc. Tout ce que vous demanderez à l'entreprise sera toujours quelque chose de trop. Oui, le contribuable n'a pas payé les impôts. Oui, faites un peu le tour. Pourquoi? Parce que simplement, elles font face effectivement à d'autres problèmes structurels qu'il faudrait pouvoir régler. Et qui va le régler? Il faudrait une tierce personne qui va régler. Pour le moment, l'État a compris ce problème et a mis des passerelles entre l'entreprise et lui l'État, pour aider ces entreprises. Maintenant, il va falloir que l'entreprise comprenne que cette main tendue l'est effectivement de bonne foi. Ce n'est pas un contournement pour que le fisc vous mette le grappin dessus. Non, 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 c'est pour aider. C'est pour aider. Et lorsque structurellement, nos entreprises auront eu une bonne fondation, après elles pourront voler de leurs propres ailes et je crois qu'elles apprécieront un peu plus tout ce qui est fait pour elles en matière d'exonération, etc. Le coordonnateur parlait tout à l'heure de la nouvelle alliance Afrique-Europe de 2018 qui marque un changement de paradigme dans les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Il faut préciser qu'à travers cette nouvelle alliance, qui s'ajoute au nouveau consensus européen pour le développement de juin 2017, on projette la création de 10 millions d'emplois à l'horizon 2023. Et si on comprend bien, l'investissement privé, la création d'emplois, les échanges commerciaux sont des priorités, entre autres. Absolument. Je pense que le constat a été fait aussi par la partie européenne sur la nécessité, d'une part, d'une croissance durable pour les États ACP, et dont le Cameroun, et aussi pour des emplois pour les jeunes et les femmes. Et cette stratégie, cette alliance Afrique-Europe, dont le nom complet c'est pour les emplois et la croissance durable, a pour objectif de faciliter cette fois-ci la combinaison entre le commerce et l'investissement en privilégiant de nouveaux instruments qui sont essentiellement destinés d'une part au pouvoir public avec le partenariat public-privé et aussi au secteur privé avec des possibilités de financement, notamment de la Banque européenne d'investissement, dans le cadre de blending, donc un mixage de prêts et de dons. Donc c'est une volonté de faire du secteur privé un acteur supplémentaire de coopération, un acteur supplémentaire de partenariat, pour que ça se concrétise au niveau de la création réelle des emplois, au niveau des investissements. Il faut dire que tout ceci est sous l'angle, d'une part, de la valorisation du dividende démographique que nous avons. Le continent africain est le continent le plus jeune, le continent africain, le continent qui contient le plus de ressources. Mais il faut pouvoir employer ces ressources. Voilà, donc il faut les exploiter, les valoriser, et pour cela, il faut créer des emplois sur place. Donc ça, c'est d'un côté les ressources du continent. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a une volonté, je reviens un peu tout à l'heure sur les réformes structurelles qui sont indispensables. Donc c'est à tous les niveaux. Au niveau micro, avec les entreprises, Madame le directeur a bien parlé de la mise à niveau des normes. Au niveau méso, donc au niveau organisation professionnelle, pour que les organisations professionnelles, les chambres consulaires soient des conseillers avec des catalogues de produits pour leurs membres, et bien sûr au niveau macro, avec la gouvernance, avec la fiscalité dont on a parlé. Donc c'est une combinaison de plusieurs choses à plusieurs niveaux pour qu'on puisse arriver enfin à ce développement tant attendu. Madame Diatia, si on comprend bien dans le processus de création des emplois, l'entreprise camerounaise doit donc jouer un rôle moteur. Alors vous qui travaillez avec ces entités, sous l'angle de la mise à niveau des entreprises que vous avez en main, où en est-on avec le programme national de mise à niveau? Alors, le programme national de mise à niveau, je vais rappeler un peu qu'au Cameroun, il y a eu ce qu'on a appelé le programme pilote de mise à niveau avec 15 entreprises qu'il fallait mettre à niveau. C'était un peu un test. Et après donc la validation du programme national de mise à niveau des entreprises par le gouvernement camerounais en 2008, nous pouvons dire que le bureau de mise à niveau des entreprises, qui lui est créé en 2011 et qui effectivement est devenu opérationnel en fin 2013, a reçu à ce jour environ 600 entreprises qui sont venues cogner à sa porte.
Je dis bien cogner à la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous faisons nos sensibilisations, nous avons beaucoup d'entreprises qui arrivent. Celles qui respectent nos critères et celles qui ne les respectent pas. Je vais même dire celles qui ne les respectent pas sont un peu plus nombreuses parce que nous avons des critères assez rigides. Certains considèrent même que ce sont des critères élitistes. Le gouvernement met en place beaucoup d'outils, mais vraiment beaucoup d'outils avec ses partenaires, mais les Camerounais ne sont pas au courant. Donc il faut pouvoir informer ces personnes de ces outils qui ont été mis à leur disposition. Donc comme je disais, 600 entreprises sont venues cogner. Nous sommes environ avec à peu près 300 entreprises pour lesquelles 150 ont déjà reçu de nous des appuis certains en termes de pré-diagnostic, c'est-à-dire qu'on vient voir, on vient nous-mêmes regarder si les critères demandés sont effectivement ceux que présente l'entreprise. On a fait des diagnostics complets, c'est-à-dire qu'on regarde à la loupe toute l'entreprise, toutes les fonctions de l'entreprise pour en sortir ce qui est considéré comme faiblesse et ce qui est considéré comme force. Et nous allons agir sur les faiblesses de l'entreprise en proposant des solutions dans ce qu'on appelle un plan de mise à niveau que nous allons mettre en œuvre, l'entreprise et nous, après avoir bien sûr signé une sorte de partenariat, une convention. Nous appelons ça convention. Et nous allons suivre l'entreprise. La mise à niveau est un processus. C'est-à-dire que ce n'est pas en claquant des doigts qu'une entreprise est mise à niveau. En moyenne, on va compter 18 à 24 mois pour qu'une entreprise ait totalement fini son plan de mise à niveau, ait fini de mettre en œuvre son plan de mise à niveau. Et nous suivons tous les trimestres, tous les semestres. Nous envoyons des consultants voir et dès qu'elle a été mise à niveau, nous disons, le gouvernement donne une petite prime pour l'inciter à faire mieux. C'est pour elle, hein, mais le gouvernement veut bien donner cette cerise sur le gâteau. Mais la mise à niveau ne se termine pas. C'est une amélioration continue. Vous êtes là aujourd'hui. Vous savez faire votre travail, mais rien ne vous empêche d'apprendre à côté l'informatique. Quand vous avez eu l'informatique, vous pouvez vous dire, mais tiens, pour que je sois complètement indépendant, je dois aussi apprendre à faire de la mise en place, à faire de la photo, etc. C'est exactement la même chose avec les entreprises. Est-ce que le secteur privé donne donc des signaux d'une prise de conscience de cette responsabilité qui lui incombe désormais? Absolument, absolument. Celles qui sont passées par vous? Absolument. Celles qui sont passées par nous en redemandent. Et elles en parlent beaucoup plus autour d'elles. Et il y a aussi un deuxième phénomène que nous avons constaté, c'est que de plus en plus, pour obtenir un marché, il faut montrer patte blanche. Ce que j'appelle patte blanche, c'est quoi? On demande de plus en plus des certifications en telle norme ou en telle norme. Alors vous avez des entreprises qui arrivent et qui disent « Je veux être certifié, par exemple, en ISO 9001, c'est le management qualité, et il va vous dire en 2 mois. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on doit revoir le management que vous avez dans l'entreprise. Il faut que votre personnel s'approprie cette norme et que les choses soient satisfaisantes pour tout le monde. Et vous comprenez que ne serait-ce que par ce volet-là des marchés, il y en a beaucoup qui gagnent des marchés. Mais quand on leur demande est-ce que vous êtes certifié, ils ne peuvent pas montrer leur certificat. Dans leur façon de faire, on comprend très bien qu'elles ne sont pas certifiées, alors elles accourent vers nous. Mais j'en profite, comme je suis à la télé, pour dire que bientôt nous allons commencer ce qu'on appelle la restructuration des entreprises. Ça sera quelque chose d'un peu plus lourd qui va concerner les entreprises qui ont vraiment des difficultés en termes de dette et autres. L'Union européenne compte beaucoup sur les entreprises camerounaises, sur le secteur privé. Mais il faut savoir qu'il y a des instruments nouveaux que vous mettez à disposition, mais qui nous amènent quand même à nous interroger. Le mixage prêt-don, est-ce que le Cameroun, avec tous ces instruments nouveaux, on sera toujours accompagné par l'Union européenne? Ce n'est pas des barrières qui sont envisagées? Si les entreprises ne sont pas mises à niveau, on ne pourra pas profiter de toutes ces facilités. C'est une approche holistique. Donc il faut rappeler que cette mise à niveau est quelque chose qui est promu et financé par l'Union européenne depuis un moment. Justement,
avait pour objectif qu'il y ait une sorte de convergence de toutes les initiatives pour arriver au résultat recherché, c'est-à-dire le développement durable. Les instruments, oui, ce sont des instruments qui sont adaptés. Quand on parle de blending, donc le mixage entre le prêt et le don, c'est essentiellement pour l'État. C'est pour l'État. Donc on peut prendre comme exemple, peut-être ici pour que les gens comprennent bien, la construction du pont sur le Logone, donc entre le Cameroun à Yagua et Bongor au Tchad. C'est un pont qui va coûter à peu près 120 millions d'euros. 80 millions d'euros ont été prêtés par la BAD et 40 millions en dons par l'Union européenne. Donc et la convention a déjà été signée à Bruxelles. La convention a été signée à Bruxelles dans le cadre du comité de pilotage élargi du programme indicatif régional en avril 2018. Et l'avantage donc de cette subvention de 40 millions d'euros de l'Union européenne, c'est de rendre le prêt de la BAD plus concessionnel. C'est-à-dire? C'est-à-dire moins cher. Moins cher, donc d'une part il y a la garantie de l'État, bien sûr, et d'autre part, le fait que le pont qui coûte 120 millions d'euros, finalement ne coûte à l'État qu'un prêt de 80 millions d'euros, donc il y a 40 qui viennent en subvention, donc c'est comme si on avait abaissé les taux, comme c'était un prêt sans taux, et en plus comme si le coût du pont a été abaissé par le constructeur. Donc c'est une approche publique, c'est pour des financements publics. Au niveau du secteur privé, et je pense qu'on va en parler, il y a d'autres instruments qui vont arriver, notamment le plan d'investissement extérieur de l'Union européenne, qui a pour ambition et la volonté d'amener des instruments nouveaux au niveau du secteur privé, donc celui de financement de l'Union européenne, avec des lignes de crédit qui vont avoir en amont des instruments de garantie, donc qui pourraient faciliter l'accès au financement des entreprises qui ont des projets bancables, et attacher donc à cet instrument de garantie aussi un instrument d'assistance technique qui permettra plus facilement de maturer le projet et aussi de faire le suivi de l'exécution du projet pour que le remboursement puisse être effectif. Donc c'est toute une palette, toute une panoplie d'instruments qui sont adaptés à chaque contexte que la partie européenne essaye, dans le cadre des négociations avec les États ACP, pour pouvoir donc respecter les objectifs de développement durable. Est-ce que le bureau de mise à niveau tient compte de tous ces instruments, de ce qui se dessine dans la mise à niveau des entreprises, dans le travail qu'il fait au quotidien avec le secteur privé camerounais? Oui, nous tenons compte de tout ça, puisque par ailleurs, nous avons comme mission aussi de rechercher des financements pour nos entreprises. Comme il le disait, M. Alou le rappelait tout à l'heure, nous avons déjà bénéficié d'un programme financé par l'Union européenne, le PACOM, le programme d'appui à la compétitivité des entreprises camerounaises. Mais ce programme a eu des résultats quelque peu mitigés. Bon, en raison des procédures un peu lourdes de l'Union européenne et que nous ne comprenions pas toujours tous. Mais nous tenons compte de tout ça. Nous tenons compte de tout ça. Nous tenons compte de tous les financements que peuvent offrir les partenaires, les PTF comme on les appelle, mais nous allons même plus loin chercher par ailleurs tout ce qui peut avoir à aider. Par exemple, nous avons des conventions avec plusieurs banques commerciales. Bon, vous me direz que la mission première d'une banque commerciale, ce n'est pas de donner des crédits aux entreprises, mais il y a crédit et crédit. Toutes les entreprises ne veulent pas toujours des crédits très longs. Vous pouvez avoir des entreprises moyennes qui ont besoin de petits financements pour leur fonds de roulement, par exemple. Et pour celles-là, nous avons autant que faire se peut, signer des conventions avec les banques. On a même signé une convention avec le FAGAS, qui est un fonds de garantie. Nous envisageons dans les jours prochains de bien négocier avec la bourse régionale maintenant, qui a son siège à Douala, pour voir comment celles des entreprises qui auront été mises à niveau et qui se portent déjà bien peuvent être cotées en bourse. Mais c'est notre souci premier de rechercher pour nos entreprises des financements. En tenant compte des mécanismes de financement. En tenant compte des mécanismes, oui. Alors, la question c'est à vous deux. Le ministre délégué Paul Tasson, pendant le dialogue économique structuré, il notait que la participation du Cameroun aux chaînes de valeur mondiales demeure limitée principalement aux activités de bout de chaîne ou d'extrémité des filières moins valorisantes. Une valorisation plus importante des produits nationaux permettrait une remontée durable dans les chaînes de valeur mondiales. Comment retourner donc la tendance avec l'aide des partenaires de l'Union européenne? Peut-être que le bureau de mise à niveau le fait déjà à sa manière, mais vous, au niveau de l'Union européenne, quand une plainte comme celle-là vous parvient, il faut s'ajuster.
Absolument, absolument. Et je pense que tout à l'heure, Madame le directeur disait que la mise à niveau est un processus continu. En fait, c'est un processus d'amélioration. Je peux en dire de même pour tout ce qui concerne l'amélioration de la productivité, l'amélioration de la qualité et autres. Juste pour faire le lien entre les deux, donc entre les observations du ministre délégué, M. Paul Tasson, et ce qui se disait tout à l'heure par rapport à PACOM, on a tenu compte de cela. Par exemple, pour la suite du PACOM, c'est un dispositif dorénavant, ce n'est plus un programme. Dispositif, on a voulu changer même le nom pour que les bénéficiaires potentiels se rendent compte qu'il y a une volonté d'intégrer leurs observations dans ce qui va se faire. Et il y avait deux critiques, et j'en viens à votre question. La première critique, c'était l'absence de l'approche filière, l'approche chaîne de valeur. Donc on avait tendance à s'occuper d'un problème qui se pose de manière isolée, alors qu'il faut avoir une approche holistique, donc qui voit le problème dans sa globalité, afin d'amener une solution qui soit la plus complète possible. Dans le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, dans le programme qui va faire suite au PACOM, il y aura des appuis directs aux entreprises en fonction d'un dialogue qui va s'installer avec eux. Ça sera même des appels à propositions. Donc, on va écrire les lignes directrices en tenant compte des besoins des organisations patronales des chambres consulaires et les membres de ces organisations. Et du bureau de mise à niveau aussi. Bien sûr, du bureau de mise à niveau. C'est des appels à propositions qui sont ouverts. Le bureau de mise à niveau, à son point de vue, pourrait être éligible si, dans la rédaction de lignes directrices, il y a quelque chose qui se fait au niveau MESO, donc pour les agences ou pour les institutions qui appuient le secteur privé, ils sont absolument éligibles. Donc ça, c'est pour répondre à cette problématique, à cette insuffisance du PACOM. Il y aura une approche qui sera appui direct aux entreprises pour répondre au mieux et au plus rapidement possible à leurs besoins. La problématique donc soulevée par le ministre délégué, M. Paul Tasson, est aussi exacte. Et je pense que l'État, donc le gouvernement du Cameroun, dans sa volonté de réformes structurelles qui sont en cours, a une démarche qui permet justement de mettre l'accent sur les chaînes de valeur. Au niveau de la coopération européenne, donc le domaine que je maîtrise le plus, nous avons décidé de nous concentrer sur deux chaînes de valeur dans les prochaines années. La première chaîne de valeur, c'est la chaîne de valeur coton. Aujourd'hui... Pourquoi coton? Pour deux raisons. Pour deux raisons essentiellement. D'abord, le coton et la filière et l'assaut de coton sont des mastodontes dans la région du Grand Nord. Il ne faut pas oublier le nexus, il y a plusieurs nexus dorénavant. Donc un mélange entre sécurité et développement. Donc on se rend compte que s'il y a le développement, on arrive à maîtriser la sécurité. S'il n'y a pas de développement, il y a l'insécurité. Donc il y a une nécessité de faire quelque chose dans ces zones sinistrées avec Boko Haram. Et je pense que l'assaut de coton, qui est la société de développement du coton, a bénéficié de l'augmentation de la valeur ajoutée de ces produits. Je vous informe simplement aujourd'hui que 96% du coton camerounais est exporté brut. De l'autre côté, on a des besoins, SICAM a besoin à la fois de fibres et de fils et n'en dispose pas. Donc nous sommes obligés d'exporter du coton brut en fibres et d'importer des fils, alors qu'on peut, dans la chaîne de valeur, aller un peu plus loin pour pouvoir répondre aux besoins locaux. En parlant du coton, et pour que vous compreniez un peu l'ampleur de la chose, Vlisco, dont la société hollandaise qui vend les pagnes wax et superwax, vend chaque année en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pour plus d'1 milliard d'euros. Plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est à peu près 700 milliards de francs CFA. C'est des chiffres de 2015-2016. 700 milliards de francs CFA que les femmes, les hommes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale achètent. Et vous pensez qu'on peut renverser la tendance? Imaginons que nous prenons même seulement 10 ou 15%. Même dans la région avec les sociétés cotonnières, vous voyez un peu l'ampleur de la chose et c'est là où justement on peut agir sur la chaîne de valeur pour pouvoir répondre. Parce que nous avons le marché, nous avons le besoin, nous avons la matière première, sauf que nous ne gérons pas la chaîne de valeur. Ce qui fait que toute la valeur ajoutée va ailleurs. Donc, première chaîne de valeur sur laquelle nous travaillons, de manière globale, c'est la filière coton. Et nous pensons que nous sommes en bonne voie avec le gouvernement du Cameroun, avec les partenaires, pas seulement européens, puisque même la Banque mondiale est impliquée dans les investissements pour le renouvellement des outils de production de la soie de coton. La deuxième chaîne de valeur, c'est le cacao. Nous avons un cacao de qualité. Nous sommes 3e ou 4e producteur mondial, mais nous tirons très très peu. Là aussi, je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, le marché du chocolat, donc pour ne pas parler que du cacao, de toute la chaîne de valeur cacao, donc jusqu'au chocolat transformé ou d'autres produits dérivés, c'est à peu près annuellement 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars. Et vous savez de combien profitent tous les pays producteurs? 6%.
6 milliards de dollars dans les pays producteurs. Donc 94% de la valeur ajoutée ailleurs. Donc celui qui produit le cacao n'est pas celui qui en profite. C'est ailleurs que la valeur ajoutée se trouve. D'où la nécessité de mettre l'accent sur la chaîne de valeur. Et donc au Cameroun, nous nous occupons avec la coopération européenne de cette problématique au niveau de la recherche-développement pour avoir des produits de qualité, au niveau des indications géographiques pour donner la valeur à notre cacao, au niveau de la transformation avec Néo Industrie qui va commencer à transformer le cacao, au niveau d'autres entreprises qui sont en train de transformer localement. Et je rappelle, beaucoup de gens ne savent pas, que Ferrero Rocher a une usine ici à Yaoundé et produit du cacao, non seulement pour le marché de la région, mais même pour l'Europe de l'Est. L'usine est là physiquement. Donc voilà, pour répondre en partie et pour expliquer et faire une sorte d'explication de texte sur la préoccupation du ministre délégué, des axes d'intervention sur lesquels nous travaillons et nous espérons à terme avoir des résultats, mais c'est un processus long. Donc ce n'est pas du jour au lendemain non plus. Évoquons la situation du Cameroun par rapport à certains espaces communautaires. Commençons par la zone de libre-échange continentale africaine, dont l'accord a été signé à Kigali le 21 mars 2018. Le Cameroun est-il outillé en la matière? Est-ce que les entreprises camerounaises vont tirer avantage de cet espace? Est-ce que le secteur privé pourra saisir les opportunités qu'offre cet espace-là, tel que vous les voyez, leur configuration, leur déploiement? C'est un peu le langage qu'on leur tient tout ce temps. On leur dit, voilà une belle opportunité qui s'offre encore à vous. Alors, on ne va pas aller chercher des entreprises en Afrique de l'Est pour venir satisfaire la demande en Afrique centrale. Les entreprises camerounaises ont cette chance d'appartenir à deux sous-communautés, la CEMAC et la CEAC. Et au lieu simplement de dire sur les écrits qu'il y a eu une zone de libre-échange africaine, ces choses devraient se faire pratiquement. Les entreprises camerounaises devraient pouvoir véritablement inonder les marchés voisins de leurs produits. Mais il faut que ces produits soient bien faits, que la qualité camerounaise soit attachée aux produits camerounais. Et je pense que vraiment si tout le monde, le gouvernement, le secteur privé et tous les acteurs se mettent ensemble, les Camerounais pourront saisir cette occasion qui s'offre à elle et à terme. L'Union africaine entend faire de toute l'Afrique un seul marché, une seule communauté économique. Pour le moment, on va pas à pas, progressivement, des petites communautés comme la CEMAC. L'Union africaine ne veut même pas retenir cette superficie comme étant une communauté économique. Elle préfère considérer la CEAC. Et donc, vous comprenez que nous devons pouvoir commencer à vendre jusqu'en Angola, pourquoi pas en Afrique du Sud. Et je pense Mais il y a une dimension politique aussi de ces espaces communautaires. Et ceux qui sont dans ces zones tiennent à leur souveraineté, à garder ces espaces. Mais vous savez, ce qui fait qu'on relègue en second plan la dimension économique. En matière de commerce, il faut pouvoir dépasser ces choses. Regardons un peu ce qui se passe à l'étranger. Regardons ce qui se passe dans les pays développés. Généralement, la volonté politique accompagne ces choses. Vous voyez certains grands décideurs accompagner des hommes d'affaires. Oui, il faut pouvoir ouvrir ces espaces. Et vous n'allez vous implanter que par la qualité de vos produits. Le consommateur fait très vite la différence. Vous avez deux téléphones, le consommateur sait que celui-ci, il est performant et l'autre moins performant. Et c'est la même chose avec les produits. De plus en plus, on va informer, on va enseigner au consommateur qu'avant de consommer son produit, qu'il regarde. Et ça aussi, c'est encore une des missions du bureau de mise à niveau, parce qu'on amène les entreprises à marquer ne serait-ce que la date de production et la date de péremption. Je pense que les Camerounais, ils ont tout. Ils ont le dynamisme, ils ont l'intelligence, ils ont la volonté. Nous pouvons gagner ces marchés. Je vais peut-être préciser pour cette zone de libre-échange continentale que c'est une opportunité. C'est une opportunité pour tous les pays. Pour la coopération avec l'Union européenne aussi. Aussi, même pour la coopération avec l'Union européenne. Il y a
des avantages comparatifs des pays et on était souvent dans des concurrences. Mais sans oublier, je ne vous crois pas, monsieur le coordonnateur, que dans la négociation de l'accord post-Cotonou, il y a eu cette idée qui voulait qu'il y ait scission au niveau des ACP. L'Europe préfère commercer avec l'Afrique qui est très proche que les Caraïbes et les Pacifiques. Dans ACP, la lettre la plus importante, c'est le A. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est quelqu'un de très important qui a dit, c'est le A. Le A est le plus important pour des raisons de proximité géographique, de proximité historique, et aussi de ce dont on a parlé tout à l'heure, tout ce qui concerne le commerce et les investissements. On est proche, on a une sorte de communauté de culture qui est plus facile pour eux, et la distance, bien sûr, parce que nous sommes dans un monde compétitif. Quand on voit les Caraïbes sont tournés vers les Amériques, quand on voit le Pacifique sont tournés vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, même s'il y a un lien historique avec l'accord de Georgetown qui met tous ces pays, toutes ces régions ensemble, la priorité est l'Afrique. Pour revenir peut-être un peu sur ce malentendu qu'il y a eu pour le post-Cotonou, effectivement, à un certain moment, l'Union européenne a pensé mettre plus en avant la stratégie Union européenne-Afrique, qui date de Lisbonne de 2007. Mais je pense qu'au niveau d'autres considérations géostratégiques font que les ACP restent le chapeau avec des piliers régionaux, dont le pilier continental. J'en viens pour faire le lien avec la zone de libre-échange continentale. Aujourd'hui, on a des APE régionaux qui se veulent régionaux, qui ne sont pas totalement ratifiés partout et qui ne marchent pas comme on voudrait. Imaginons qu'il y ait une zone de libre-échange continentale unique pour l'Afrique, qui soit effective. Ça sera plus facile. Donc ça permet finalement d'avoir l'APE, au lieu d'avoir des APE régionaux, on aura un APE continental pour pouvoir commercer avec l'Union européenne. Et donc sur cette ZLECA, donc zone de libre-échange continentale africaine, j'y reviens simplement pour dire que c'est une opportunité parce que ça permet à chaque pays de mettre en valeur ses avantages comparatifs. Et au lieu qu'on soit en concurrence dans des domaines qui finalement nous desservent, ça nous permet de nous organiser pour être plus compétitifs parce qu'il y a des complémentarités. En Afrique centrale, nous avons le bois, nous avons les énergies renouvelables. Pas loin de nous, en Afrique de l'Ouest, c'est le Sahel. Donc si on peut transporter les énergies à un coût de facteur de production, ça permet de rendre plus compétitif. Il y a d'autres qui ont des avantages miniers, pétroliers. Donc vraiment, c'est une combinaison. Si c'est bien fait, ça sera une opportunité qui permettra certainement au continent de s'en sortir. Le gouvernement a créé le bureau de mise à niveau des entreprises. Nous sommes en 2011, c'est cela, madame. Alors, cette institution a pour mission, entre autres, de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'appui à la mise à niveau et à la restructuration des entreprises industrielles au Cameroun, dans le but de renforcer la compétitivité de notre économie en vue de tirer tous les bénéfices que lui offre la libéralisation des échanges, tant au plan régional que mondial. L'environnement économique tel qu'il se présente à l'avenir commande justement que nous nous intéressions au déploiement du bureau de mise à niveau des entreprises et sous la plume d'Étienne Pascal Azégué, entrons dans l'univers de la mise à niveau avec une clarification des concepts. Regardons. Créé par arrêté du 16 décembre 2011 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de compétitivité de l'économie camerounaise, le bureau de mise à niveau des entreprises a reçu comme mission globale mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'appui à la mise à niveau et la restructuration des entreprises industrielles au Cameroun. L'État du Cameroun a trouvé déjà nécessaire d'implémenter une phase pilote inscrite dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et ce programme pilote a été exécuté par l'Organisation des Nations Unies avec l'appui financier de l'Union européenne pour une quinzaine d'entreprises. Et à l'issue de ce programme pilote-là, qui a enregistré des résultats probants, parmi lesquels la création, par exemple, du bureau de mise à niveau en 2011 et l'accréditation de certains laboratoires, et des appuis à la mise à niveau, des appuis intermédiaires à la mise à niveau de ces 15 entreprises, il faut dire qu'aujourd'hui, même si le contexte, le concept lui-même peut être édicté nouveau, la libéralisation des économies et la mondialisation nous obligent aujourd'hui à tirer avantage de ce contexte-là qui est complexe, avec des mutations rapides. Et donc aujourd'hui, les pays en développement essayent de mettre en place
des programmes de mise à niveau et de restructuration de leurs entreprises pour qu'elles soient de plus en plus compétitives. N'oublions pas que la planète est comme une jungle. Les plus petits vont disparaître au profit des plus grands. C'est la raison pour laquelle, avec la création des zones de libre-échange aujourd'hui au niveau de l'Afrique, avec la signature de l'accord de partenariat économique, avec tout ce qu'il y a comme mise en place des normes, des barrières non tarifaires, notamment des normes qui se créent à gauche à droite, il devient important que nous puissions produire, valoriser nos produits à des prix compétitifs et avec une qualité qui n'est pas reprochable vers l'extérieur, autant qu'à l'intérieur du pays. Notre banane doit pouvoir être exportée naturellement sans qu'on trouve des traces de pesticides. Notre cacao doit être vendu à l'intérieur et à l'extérieur sans qu'on trouve des traces de goudron, de poussière ou de pierres à l'intérieur, ainsi de suite. Une mission qu'assume l'unité opérationnelle du bureau de mise à niveau sous l'autorité de son directeur, Mme Chantal Elombat Mbédé. L'unité opérationnelle veille à la bonne exécution des décisions prises par le comité de pilotage et des missions qui lui sont confiées, notamment la mise en œuvre du programme national de mise à niveau des entreprises. La mise à niveau a deux objectifs. Rendre l'entreprise compétitive en termes de prix, de qualité et d'innovation. De deux, de permettre une veille technologique et commerciale. Pour s'y prendre, il faut tout simplement que l'entreprise adhère au programme en remplissant une fiche de 2 pages. Ce que nous appelons ici la fiche d'adhésion. Lorsque cette fiche d'adhésion est remplie, nous déclenchons en interne la suite du flow sheet. Il s'agira de quoi par la suite? Nous allons vérifier que l'entreprise remplit les critères d'éligibilité. Cela veut dire qu'elle doit avoir au moins 2 années d'existence. Cela veut dire qu'elle elle doit être formellement constituée. Cela veut dire qu'elle doit être une entreprise de transformation industrielle et avoir un chiffre d'affaires d'au minimum 50 millions pour la mise à niveau global ou de 35 millions hors taxes pour la mise à niveau spécifique. Avoir des capacités techniques et organisationnelles suffisantes parce que pour faire la mise à niveau, vous n'allez pas être DG, comptable, chef des ressources humaines en même temps. Vous devez avoir un minimum d'équipement. Et une fois que ces critères d'éligibilité sont remplis, nous avons une deuxième étape qui consiste à faire ce qu'on appelle le pré-diagnostic. Le pré-diagnostic, c'est une étape qui permet à ce que l'entreprise puisse nous donner un supplément d'informations que nous n'avons pas pu avoir sur la fiche d'adhésion. Un autre atout majeur du BMN est l'accompagnement des entreprises à la certification. L'activité de certification des entreprises apporte une crédibilité à ces entreprises-là qui détiennent ces certificats. Ces certificats étant reconnus dans la quasi-totalité des marchés, alors elles permettent à ces entreprises d'avoir accès parce que ces entreprises étant certifiées voudraient tout simplement dire qu'elles respectent les exigences internationales qui sont exigées par ces marchés. Il ne faut surtout pas confondre les activités du bureau de mise à niveau à celles de l'Agence nationale des normes et de la qualité. La norme est basée sur les normes produits, c'est-à-dire la qualité intrinsèque même du produit. Or, ici au bureau de mise à niveau, nous travaillons avec des normes systèmes, c'est-à-dire des pratiques qui orientent une entreprise vers une démarche d'amélioration, de recherche de la performance qui en réalité oscille entre la conformité et l'innovation. Au bureau de mise à niveau, nous sommes basés sur 4 normes internationales. Il y a la norme ISO 9001 qui est une norme d'organisation, démarche qualité, amélioration continue. La norme 17025 qui est une norme d'accréditation des laboratoires. Alors, elle donne une crédibilité aux laboratoires que les analyses qu'ils font sont les résultats qu'ils produisent en fait sont des très bons résultats, sont des résultats crédibles qui peuvent être utilisés. Il y a la norme ISO 14001 qui est une norme de système de management environnemental
qui démontre en fait qu'une entreprise est engagée dans le respect de l'environnement lorsque elle exerce son activité. Et finalement, il y a la norme ISO 45001 qui est une norme de sécurité. L'équipe du bureau de mise à niveau est composée d'experts de haut niveau dans divers domaines pour assurer un accompagnement complet et de qualité aux entreprises camerounaises. Voilà, c'était donc un élément qui nous permet de comprendre le travail fait par le bureau de mise à niveau jusque-là. Alors, nous lisons les journaux. Quand on parle du comité de pilotage du bureau de mise à niveau, on a eu cette opinion du GICAM qui pose très souvent dans le processus de mise à niveau des entreprises un regard à la fois d'inquiétude et d'espoir. Comment expliquer que malgré tout ce qui est fait, la pertinence de votre travail, on a l'impression que les entreprises camerounaises traînent un peu les pieds? Oui, comme vous dites si bien, c'est une impression. Voilà. C'est une impression, mais nous, au bureau de mise à niveau, ce que nous ressentons, c'est que le Cameroun entier a besoin de nous. Mais il faut comprendre que le gouvernement a mis en place plusieurs outils. Et chacun de ces outils a ses missions, a son cadre, a ses limites. Nous prenons des entreprises de transformation de nos produits, de nos matières premières. Donc nous les prenons au stade de transformation dès qu'elles ont 2 ans de fonctionnement. Parce que nous devons avoir un regard sur ce qu'elles ont déjà fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permet de penser que cette entreprise va durer dans le temps? Et donc on doit au moins lire un de ces bilans, un bilan au moins, et voir un peu l'évolution de cette entreprise. Et ce n'est qu'après ça que nous venons faire, comme disait l'expert tout à l'heure, le pré-diagnostic et le diagnostic. Donc les entreprises arrivent. Dernièrement encore, j'ai reçu un groupe de dames que j'ai envoyé dans une autre structure que je ne citerai pas ici. Ce qui m'est revenu, c'est que non, nous avons été là-bas et on n'a même pas été écoutés. Alors j'ai dit non, nous ne pouvons pas faire du melting pot. Nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Nous nous cantonnons sur ce que le gouvernement nous a demandé. Alors nous avons des critères. J'ai cité le premier, il faut être en phase d'opération pendant au moins 2 ans. Il faut ne pas être endetté. Il faut pouvoir être en règle avec le fisc. Alors ici, nous parlons de fisc. Pourquoi? Pas parce que nous avons des échanges avec le fisc ou parce que nous allons mettre à la disposition du fisc les informations que nous recevons de vous, messieurs les entreprises, mais non, c'est juste parce que nous allons mettre de l'argent public dans votre entreprise en termes de diagnostic, en termes de formation, en termes de suivi, et nous ne souhaitons pas qu'après avoir commencé cet engagement financier, que ce soit fermé, que ce soit scellé par le fisc. Ce que je pouvais aussi ajouter, c'est que nous avons pour le moment environ 11 secteurs. 11 secteurs de l'économie qui ont été choisis parmi les secteurs qui génèrent une grande valeur ajoutée. Nous avons par exemple, pour reprendre un peu ce que M. Aliou disait tout à l'heure, tout ce qui est coton et tout ce qui concerne un peu la confection et l'habillement. Nous avons le bois et tous ses dérivés, nous avons l'électricité et ses dérivés, la chimie, nous avons, comment on appelle, le tourisme, nous avons la mécanique, nous avons tous les services liés à l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est nettoyage industriel, tout ce qui est emballage. C'est dans notre portefeuille aussi. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous allons faire une sorte de revue de ces secteurs. Nous allons demander à notre copil, proposer à notre copil de garder des secteurs pour lesquels il y a vraiment affluence et de mettre un peu en attente les secteurs pour lesquels nous n'agissons pas beaucoup pour le moment. Mais pour le moment, nous n'avons des financements que pour un seul secteur, l'agroalimentaire. Et nous demandons à l'État de voir, parce qu'on ne peut pas faire mettre à niveau un seul secteur, alors que nous voulons être un pays dynamique, un pays diversifié dans son économie, un pays qui veut justement entrer dans cette zone de libre-échange africaine en gagnant.
Au cours de la session du dialogue économique structuré, le secteur privé s'est montré tout aussi préoccupé par les aspects des financements et les délais liés à la réalisation des projets indiqués, les projets que vous semblez financer dans la présentation. Il s'est interrogé sur les variations importantes sur les coûts unitaires du kilomètre de route, par exemple, selon les tronçons dans les projets listés. Il a enfin relevé la difficulté à appréhender la part des investissements publics accordés à l'agro-industrie, ainsi que le sort réservé à la politique domaniale, ce qui est important pour les entreprises. Face à ces appréhensions, Monsieur le coordonnateur, face aussi aux crises sécuritaires qui traversent le Cameroun, le secteur privé doit jouer pleinement son rôle de moteur de croissance. Vous y croyez vraiment? Vous n'êtes pas en train de vous noyer un tout petit peu? Non, j'y crois. J'y crois fermement et je suis persuadé que ça peut paraître lent aux acteurs du secteur privé, mais nous sommes sur la bonne voie. Le problème de fond, c'est la maturation des projets, que ce soit pour le secteur public comme pour le secteur privé. On a tendance à vouloir commencer quelque chose dans l'urgence et on se rend compte que peut-être ce n'était pas si bien pensé. Au fur et à mesure qu'on avance, ça coûte plus cher. Donc c'est important de mettre les moyens nécessaires pour la maturation de projet. Et c'est la raison pour laquelle, donc je répète, dans le cadre du plan d'investissement extérieur, il est prévu de l'assistance technique pour aider à maturer ces projets. À un niveau plus bas de la coopération directe de l'Union européenne avec le Cameroun, nous gérons à la cellule d'appui à l'ordre de l'international du FED la facilité de coopération technique. Plus de 50% de cette facilité est destinée à financer des études, des projets, donc à maturer les projets, à soumettre sous les financements de l'Union européenne. Je peux citer ici la voie de contournement du Yaoundé, qui est le périphérique, le premier périphérique urbain de toute la région Afrique centrale que nous sommes en train de financer avec pour objectif de commencer peut-être des travaux en 2021-2022, ce qui va permettre donc, au corridor Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, Douala-Ouesso, Brazzaville ou Douala-Libreville, de ne pas traverser la ville. Voilà un exemple d'une maturation d'un projet qui va nous permettre peut-être de rendre le coût plus compétitif et de rendre la réalisation plus rapide. De même, tout à l'heure on parlait du pont sur le Logone. L'Union européenne avec la TCF a financé donc, les études pour la route Magada-Maroua, Magada-Yagua, qui est la nationale 1 et la nationale 12, qui vont permettre en fait de rejoindre le pont sur le Logone, qui est un nouveau pont, avec un nouveau gabarit, alors que les routes sont anciennes. Donc là aussi, nous avons fait les études. Nous sommes en train de négocier pour obtenir des dons pour abaisser le crédit et probablement boucler le financement en 2020-2021 pour que les routes soient aussi rénovées, réalisées en même temps que le pont sera achevé. Le rendez-vous a été pris en juin 2020 pour la deuxième session du dialogue économique structuré entre le Cameroun et l'Union européenne. Mais entre-temps, on a parlé d'une autre initiative, Horizon 2020, un programme européen pour la recherche, l'innovation et le développement. La cellule d'appui à l'ordinateur national du FED, le Fonds européen de développement, a organisé toute une communication spéciale sur cette initiative. Nous revenons là-dessus avec Désiré Mbouné. Horizon 2020 est le programme européen pour la recherche, l'innovation et le développement sur la période de 2014 à 2020. Doté d'un budget de 80 milliards d'euros, il soutient les projets tout au long de la chaîne de l'innovation en simplifiant l'accès au financement européen et en accélérant l'attribution des financements aux entreprises. Dans sa déclinaison africaine, le programme est constitué en 3 grands piliers. Le premier pilier concerne l'excellence scientifique. C'est une voie par laquelle le chercheur peut directement accéder au programme. Ça pourrait être dans le cadre d'une bourse de recherche qui pourrait lui accorder le Conseil européen de la recherche. Le deuxième pilier a trait aux défis sociaux. Il accompagne les projets qui traitent des questions de sécurité alimentaire, la santé, les changements climatiques, l'urbanisation ou le transport. Et le troisième pilier, c'est le développement industriel. Son rôle est de soutenir l'innovation. L'innovation amenée tant par les petites et moyennes entreprises que par les macro-entreprises déjà structurées. Ce sont ces 3 piliers qui font le programme Horizon 2020 qui va s'écouler jusqu'à la fin de l'année 2020. C'est donc pour informer les chercheurs camerounais de l'existence de ce trésor que le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, de concert avec celui de la recherche scientifique et de l'innovation,
ont organisé en partenariat avec l'Union européenne un séminaire le 8 octobre dernier à Yaoundé. Des collines du monde Fébé, il se dégage que le programme Horizon 2020 accorde un premier des financements aux projets qui relèvent de 3 grands domaines: la santé, l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication. Pour rendre les chercheurs camerounais plus compétitifs dans cette course au financement européen, les travaux de Yaoundé avaient également un volet formation. Du MIRESI, des universités, au montage des projets qui peuvent être soumis au financement de l'Union européenne. Donc, cet atelier, cette formation nous permet de former des chercheurs au montage des projets. L'accompagnement de l'Union européenne ne se fera qu'à la fin d'un processus de sélection qui prend en considération 2 principaux critères. Le premier critère d'évaluation, c'est l'incidence scientifique. Le programme est très compétitif, donc le chercheur doit être très brillant pour remplir ce critère. Le deuxième critère qui est très important pour nous, c'est l'impact du projet ou de l'innovation sur la société. Donc les chercheurs doivent démontrer la valeur ajoutée de ce qu'ils font sur les recherches qui ont été menées auparavant. Ce sont ces critères qui sont pris en compte par les scientifiques lorsqu'ils évaluent les projets de leurs confrères. L'UE n'a déjà investi que 123 millions d'euros pour le financement d'environ 310 projets en Afrique. Le principal bénéficiaire étant l'Afrique du Sud avec un peu plus de 126 projets, loin devant le Maroc, 50 projets, et le Kenya, 46 projets. Il reste donc encore de la place et surtout beaucoup d'argent pour les innovateurs camerounais. Ces APE, à un moment donné, montraient que l'Union européenne tient à ce que les accords commerciaux avec les partenaires africains soient mis au service du développement, de la création d'emplois et de la croissance à long terme. On y est toujours? Oui, on a tout à gagner par rapport à cet APE, mais avec des mesures d'accompagnement. Le volet commercial marche. Au niveau du volet développement, j'en avais parlé, il y a ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer parce qu'en fait, au niveau de la conception des programmes de développement, donc d'accompagnement de l'APE, étaient des programmes régionaux. Les fonds sont essentiellement au niveau du programme indicatif régional. Le Fonds européen pour le développement a 3 instruments de financement. Le programme indicatif national qui dépend de chaque État, le programme indicatif régional qui est géré au niveau des régions et les fonds intra-ACP qui sont gérés par le secrétariat général des ACP pour des lignes thématiques. On a logé donc, les fonds pour l'accompagnement de l'APE au niveau du programme indicatif régional. L'APE n'étant pas régional, puisque finalement c'est qu'un APE bilatéral Cameroun-Union européenne, on a eu des difficultés à mobiliser ces fonds régionaux parce que les ordonnateurs sont régionaux et ne se sentaient pas concernés. Donc le Cameroun a fait du mieux qu'il pouvait pour pouvoir donc, formuler des programmes d'appui à l'APE, d'accompagnement à l'APE. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas satisfaisant, mais il faut aussi parler de l'autre contrainte. Ces financements étaient disponibles déjà dans le 10e FED, dans le 10e Fonds européen pour le développement. Compte tenu du fait que l'APE n'a pas été mis en œuvre à temps, on est passé au 11e FED. Et le temps de formuler tous les programmes du 11e FED, nous sommes déjà à la fin du 11e FED. Donc il faut aussi comprendre cette nécessité d'agir à une cadence bien précise qui est liée à des instruments de financement. Maintenant, on s'emploie au niveau de l'ordonnateur national, au niveau de la délégation de l'Union européenne, au niveau de la cellule d'appui et avec toutes les parties prenantes, à ce que dans le prochain protocole financier 2021-2027, le maximum de ressources soit mis à la disposition du Cameroun pour justement pouvoir financer ce volet de développement de l'APE. En attendant, donc que ce soit sur le 11e FED du Cameroun, dont le PIN, comme sur le 11e FED du PIR au niveau régional, nous avons pu prendre quelques millions d'euros, mais qui sont insuffisants en face des besoins qui s'expriment. Oui, mais peut-être que, M. Aliou, vous parlez tellement bien, peut-être qu'à partir du moment où le Cameroun a signé, ratifié, comme vous l'avez si bien dit, ces fonds régionaux qui ne concernaient plus les autres pays, devaient revenir au Cameroun. Et c'est ce que nous n'avons pas cessé de demander. C'est quand même l'Union européenne qui ordonne ces choses. Et c'est à lui qui peut le plus, peut le moins. Il reprenait. Et pendant un certain temps, on le donnait d'abord au Cameroun. Mais jusqu'à présent, on a traité le Cameroun au même pied d'égalité que tous les autres pays. Et quelquefois même, les programmes indicatifs nationaux de certains pays, que je ne vais pas citer ici, étaient supérieurs à ceux du Cameroun, ce que nous n'avons pas compris et que nous avons tout le temps demandé, sans avoir de réponse véritablement satisfaisante. Madame le directeur, oui, mais je rappelle ici, ce n'est pas aussi simple que cela. L'ordonnateur régional reste l'ordonnateur régional. Il faut qu'il délègue ses pouvoirs à l'ordonnateur national
pour que l'ordonnateur national puisse faire bénéficier à son pays. Sur instruction de celui qui a les fonds. Et pendant longtemps, il nous a été dit qu'il y aurait le FORAP, le Fonds régional de la paix. Jusqu'à présent, moi je demande toujours à voir. Hein, il n'y a jamais eu de fonds de FORAP. Mes souvenirs sont un peu lointains, mais je sais que c'était un des points d'achoppement. Nous n'avons jamais eu ces fonds. Jamais. Dans un premier temps, ils sont créés pour l'Afrique centrale. Ils seront alimentés par l'Union européenne. Dans un deuxième temps, non. Les pays concernés pourront aussi l'alimenter. Le langage commence à changer et aujourd'hui, bon, il faut quand même reconnaître que les mécanismes sont assez lourds du côté de l'Union européenne. On a tendance, on a cette impression que vous vous attendez à ce qu'à tout moment, de l'autre côté, qu'on ne soit pas sérieux, qu'on détourne les fonds. Et donc, vos mécanismes ne sont pas toujours à la portée de vos partenaires. C'est ça. C'est des procédures qui sont connues, qui sont approuvées, signées. C'est des conventions de financement avec des règles bien précises. Comment expliquer qu'on avait des ressources au 10e Fed, on ne les utilise pas? Ça se reporte au 11e Fed? C'est toujours des problèmes. Ça ne s'est pas reporté, c'était exécuté. Ce qui n'était pas exécuté était perdu. Les reliquats sont perdus. Donc c'est une problématique que l'ordonnateur national du Fed et ses services sont bien conscients. C'est des points de discussion avec l'Union européenne. C'est des intérêts offensifs du Cameroun qui sont défendus. Croyez-moi, ce n'est pas facile, c'est notre tâche quotidienne. Mais je répète, et c'est important de le savoir, c'était des fonds régionaux. Et nous nous employons dorénavant à ce que ce soit des fonds nationaux, puisque finalement l'APE bilatérale n'est que nationale pour la région Afrique centrale. Nous nous employons pour pouvoir avoir le maximum de retombées par rapport à cet accord de partenariat économique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Entre les lignes. Et nous avons consacré l'édition au dialogue économique structuré. Et nous disons merci à nos invités, Madame Chantal Elobat Mbede, directrice du bureau de mise à niveau, qui est venue échanger avec nous, bureau de mise à niveau des entreprises, et à Monsieur Aliou Abdoulaye, coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fed. Merci à vous qui avez regardé à la maison. Bonne suite des programmes sur la CRTV.